Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Beaucoup de mosaïques d'une incroyable finesse montrent l'habileté des artistes alexandrins, vivement encouragés par la reine Cléopâtre. Ils se montrent particulièrement habiles dans les scènes de la vie quotidienne. Certains viennent de Crète, ce qui prouve d'ailleurs le rayonnement de la civilisation lagide dans le bassin méditerranéen. Vous avez des statues d'empereurs, de philosophes, d'historiens romains, de dieux, romains d'ailleurs plus qu'égyptiens, qui témoignent de l'influence toujours grandissante, encore une fois, de la culture romaine sur l'Égypte. Le grec Didomos, auteur prolifique, grand spécialiste de Homère et de Démosthène, est nommé directeur de la bibliothèque. La reine se passionne pour la philosophie, mais elle ne s'entoure pas forcément par des penseurs particulièrement brillants quand même. De nombreuses encyclopédies sont rédigées sous son règne. Potamon ouvre une école connue sous le nom d'école éclectique, dont le principal détracteur est le philosophe Énésidémos, directeur de l'école sceptique. Certains de ces savants passent ensuite dans le camp des Romains. La médecine connaît aussi un essor remarquable. Le médecin de la reine, Dioscorides Phacas, est tout à fait en mesure d'analyser les écrits d'Hippocrate. Les Égyptiens s'intéressent à la chirurgie, à la pharmacologie. Le médecin de Ptolémée XIII Aulète, Zopyros, crée même le fameux antidote de Mithridate qui, selon la légende, lui permet de rester en vie malgré plusieurs tentatives d'empoisonnement. La fin tragique de la dynastie lagide est quand même bien connue. Cléopâtre séduit Jules César. Et elle a un fils avec lui, vous savez, Césarion, également appelé Ptolémée Philadelphe. César va vaincre les armées de Ptolémée XIV, humilié, le pharaon s'enfuit, il décède de manière assez mystérieuse d'ailleurs. Et Cléopâtre se retrouve étonnamment seule au pouvoir. Elle associe son fils et le fait couronner roi. Il a seulement 4 ans, vous me direz, mais bon, c'est toujours ça de prix. Mais la chance tourne. César est assassiné à Rome en 44 avant Jésus-Christ. Cléopâtre doit impérativement trouver un nouvel allié. Elle le trouve en la personne du général Marc-Antoine qui devient son amant et son époux. Et elle lui donne 2 enfants, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. À Rome, la guerre civile déclenchée par l'assassinat de Jules César s'achève, vous le savez, par la prise de pouvoir du fils adoptif de César, Octave, le futur empereur Auguste. J'ai déjà fait une émission sur lui. Apprenant que non seulement Marc-Antoine s'est fait proclamer roi d'Égypte, mais qu'en plus il a l'intention d'offrir à Cléopâtre des pays qui font partie du territoire romain, là c'en est trop, et il déclare la guerre à l'égyptienne, entre guillemets. Il affronte les armées de Marc-Antoine devant le port d'Axium. La flotte égyptienne est anéantie. Marc-Antoine se donne la mort, vous savez, en se jetant sur son glaive. Désespéré, Cléopâtre le suit dans la tombe le 29 août avant Jésus-Christ, en 30 avant Jésus-Christ, pardon. Ces derniers jours sont racontés par Plutarque, par Eutrope, auteur au IVe siècle, par Suétone, par Dion Cassius également, dans son histoire romaine. Alors certains ont prétendu qu'on avait dissimulé un aspi, un serpent, dans un panier de figues et qu'il aurait piqué, donc mordu la reine au bras ou au sein. On aurait retrouvé une minuscule morsure sur son bras. Horace, poète, évidemment, évoque le fait que Cléopâtre aurait fait couler dans ses veines le poison de plusieurs serpents. Mais comment un serpent aurait-il pu être caché dans un panier fouillé par des soldats romains ? On peut se poser la question. Comment un aspic aurait-il pu tuer 3 femmes ? Parce qu'il y en a eu 3 qui sont mortes. D'autres serpents auraient pu mordre la reine et ses servantes, c'est vrai. La vipère à cornes, la vipère commune, qui ont des morsures qui provoquent des enflures, mais qui sont faciles à détecter. Et on n'a pas à détecter ça du tout. Celle du cobra ne provoque pas effectivement d'enflure, mais est-ce qu'on peut dissimuler un cobra dans un panier de figues ? Vous avez déjà vu des figues, vous avez déjà vu un cobra, je pense. Imaginez ça un peu. La thèse de l'aiguille empoisonnée, par contre, est la seule plausible. Octave va épargner Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, donc les enfants. Il les emmène à Rome, il les fait prisonniers. Alors on ne sait rien du sort d'Alexandre Hélios. Il est plus que probable, objectivement, qu'il ait été traîné en triomphe par Octave avant d'être exécuté. Cléopâtre Sélénée, elle, a plus de chance. Elle a été élevée par Octavie, la sœur d'Octave, ancienne épouse de Marc-Antoine d'ailleurs. Elle épouse le fils du roi de Numidie, Juba, et elle devient reine de Maurétanie. Elle a hérité, elle, de la fierté et du courage de sa mère. Elle revendique le titre de reine et fait frapper des pièces à son effigie. Elle va mettre au monde
plusieurs enfants, parmi lesquels l'ambitieux Ptolémée, qui décède brusquement de manière là encore mystérieuse, peut-être victime de l'empereur Caligula et Drusilla, qui épouse un affranchi, vous savez, de l'empereur Claude, et le procurateur de Judée, Antonius Félix, sous le règne de Néron. Après la victoire d'Octave, l'Égypte devient tout simplement une province romaine. Malgré le goût manifeste des Romains pour la culture égyptienne, l'arrivée des dieux égyptiens comme Isis dans plusieurs régions de l'Empire quand même, les conditions de vie de la plupart des Égyptiens sous la domination romaine semblent quand même avoir été plus que difficiles. Exploité de manière abusive, le pays va devenir le grenier à blé de Rome, ainsi que l'un de ses principaux fournisseurs en matières premières, et le pays, globalement, s'appauvrit considérablement. Le puissant empire égyptien, qui a régné sur le Proche-Orient durant plus de 3 millénaires, n'est plus. Ainsi s'achève donc notre gigantesque dossier égyptien, 9 émissions, 10 heures d'écoute. Ça, c'est vraiment, quand vous aimez ça, hein, depuis l'Égypte préhistorique jusqu'à Cléopâtre et la bataille d'Actium. La bibliographie de la partie ptolémaïque, en attendant Gadot, pour m'amuser un petit peu, pour paraphraser évidemment, vous aviez compris la ref, comme on dit, en attendant Godot, ok, j'arrête, de Damien Gut et de Juan Carlos Moreno Garcia, l'Égypte des pharaons, de Narmer à Dioclétien, 3150 avant Jésus-Christ, 284 après Jésus-Christ, chez Belin. Les dossiers d'archéologie, hors série numéro 46, Vivre et mourir en Égypte ptolémaïque. C'était une exposition au musée d'Aquitaine. Ça date de juin 2024, vous voyez, donc c'est vraiment très, très récent. Et de Violaine Vanoyeke, Les Ptolémées, dernier pharaon d'Égypte, d'Alexandre à Cléopâtre, chez Talandier. Document d'histoire, ça date de 1998. Je vous remercie d'avoir écouté cet énorme dossier. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme convenu. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.